Romain, salut. Merci d'avoir accepté cet entretien pour la chaîne du Grand Soir, un média que tu connais bien. On voulait Oui. parler avec toi sur le Venezuela, qui est un vaste sujet que tu connais très bien. Mais d'abord, je voulais savoir, toi, personnellement, comment tu étais tombé amoureux du Venezuela? Comment est arrivée cette rencontre, toi et le Venezuela? Alors, merci Loïc pour l'invitation. J'en profite donc, comme je suis sur la chaîne du Grand Soir, de faire un grand coucou et un gros bisou à Victor, à Maxime et à Bernard. Voilà, ça sera fait. Écoute, alors moi, pour le Venezuela, bah, ça remonte, l'intérêt remonte, on va dire, à la fin des années 90, avant même euh, disons, dans un, si on s'en rappelle, non, dans un moment assez particulier de l'histoire du monde, dans lequel le mur venait de tomber, c'est euh, le, le moment de la fin de l'histoire de Fukushima, si on s'en rappelle. C'est le moment où il n'y a plus de classe sociale, où il y a plus que des multitudes. On se rappelle aussi des livres de Tony Negri, Michael Hurt. Il y avait tout un. À cela, je rajoute aussi le livre de John Holloway qui analysait et donnait un horizon idéologique au néo-zapatisme au Mexique, qui avait été un modèle par défaut, je dirais presque, de l'altermondialisme pendant la deuxième partie de la décennie des années 90. Donc, c'était finalement, euh, alors pour partie de l'idéologie dominante néolibérale, bah, c'était la fin de l'État, on a gagné, la fin du communisme. Et pour partie des résistances, eh ben, c'était aussi réinventer une société de lutte post-État, post-classe sociale, post-lutte des classes, post-communiste en fait, non, puisque les communistes avaient perdu. Et puis, bah, au milieu de ça, en 98, euh, gagne un, gagne un militaire à l'élection du Venezuela, Hugo Chavez, et puis Hugo Chavez commence à parler de souveraineté, commence à reparler de souveraineté, commence à reparler alors sans au début le nommer ainsi, mais à marquer, en tout cas dans sa politique, des curseurs de lutte des classes, des curseurs sociaux, et puis surtout de faire la part belle à l'État, non? Donc c'était une alternative intéressante qui n'était pas en Europe, hein, et donc qui, moi, m'intéressait, et puis bah, de fil en aiguille, je, j'ai décidé, alors j'étais très jeune, peut-être un peu trop même à l'époque pour entreprendre ce changement de vie, mais j'avais décidé d'aller voir un peu ce qui se passait et de rester au Venezuela, vivre de l'intérieur la révolution bolivarienne, pour y rester entre 6 mois et un an, grosso modo, et puis j'y suis resté 10 ans. Voilà, donc ça a évidemment profondément changé ma vie. Chavez a profondément changé ma vie dans un sens. Et donc pendant 10 ans, j'ai aussi vu qu'est-ce qu'on racontait depuis l'étranger, non? Et puis qu'est-ce que je vivais moi, hein. Ça, c'était ça, ça prenait parfois des dimensions complètement abracadabrantes. Et puis, bah, par la suite aussi, j'ai découvert un pays dont je suis tombé profondément amoureux, que j'aime beaucoup, une culture que j'aime beaucoup aussi au Venezuela, et puis de l'Amérique latine aussi en règle générale. Et puis bah, du coup, voilà, je suis toujours de ce côté-ci des deux rives. Voilà, Mais alors, du pour coup, c'est aller vite, parce depuis. que c'est pas très important, je dirais. Voilà, ça donne un peu l'idée de d'où je parle. Oui. Après, mon expérience personnelle n'est peut-être pas forcément la plus importante si on doit parler du Venezuela. Mais alors moi, Encore qu'on pourrait mais un par contre, jour ce qui juger m'intéresse, là-dessus. c'est que du coup, c'est depuis la France que tu es quand même interpellé par le processus. Et ma question, c'était, la gauche à l'époque, est-ce qu'elle est intéressée par ce qui se passe au Venezuela ou pas encore? La gauche française, j'entends. Bah, au tout début, non. Au tout début, non, parce que c'est un militaire. Donc il y a de la méfiance.
non? Pas seulement la gauche française, il faut rendre là, pour le coup le crédit. C'est général. C'est autant dans la gauche française que européenne, mais aussi que latino-américaine. Il y a une partie de la gauche qui se méfie un peu, vu l'histoire de certains militaires, particulièrement dans le cône sud, parce qu'on a connu des militaires patriotes, des véritables héros révolutionnaires sur ce continent avant Chavez. De Perón à Velasco, en passant par Torrijos, et il m'en manque un, voilà, chacun complétera avec le militaire qui lui plaît en Amérique latine. Mais je veux dire, il y a toute une tradition de militaires révolutionnaires aussi en Amérique latine, mais effectivement, là, on ne savait pas. De fait, je rappelle qu'à l'époque, il y a un article de Gabriel Garcia Marquez qui s'appelle, en 2000, qui s'appelle Les deux faces de Hugo Chavez, si ma mémoire est bonne, et qui montre bien l'ambivalence de Garcia Marquez et d'une partie de la gauche à l'époque en disant est-ce que ce jeune militaire va pencher vers une révolution patriotique dans son pays ou finalement va soit trahir, comme on avait eu Lucho Gutiérrez en Équateur aussi, un peu dans, le, dans le même laps de temps, enfin un peu avant Rafael Correa en Équateur, ou alors est-ce que ça va être un militaire qui va réprimer son peuple. Donc à l'époque c'était ça. Et puis il y a eu le coup d'État qui a attiré l'attention sur le Venezuela, le coup d'État contre Chavez en 2002 et la mobilisation extrême du peuple vénézuélien. Et là, je crois qu'il s'est passé quelque chose, au moins au sein de, de plusieurs gauches, en tout cas la plus radicale au niveau européen. On a vu que le peuple défendait ce militaire qui visiblement n'était pas comme les autres, avait une grande culture, parlait de Marx et de Bolivar. Donc là, il y a eu un intérêt euh, jusqu'en jusqu'en en, jusqu'en fait au moment où le Venezuela va arrêter, enfin, va dépasser le modèle d'État-providence pour construire un modèle à lui, avec la démocratie participative protagonique, comme il l'appelle, va renforcer le modèle des conseils communaux, des communes, et surtout va consolider le PSUV et les initiatives territoriales. Et donc, c'est-à-dire va dévier d'un modèle, on va dire, de social-démocratie radicale que finalement certains partis de la gauche européenne voyaient d'un bon œil. Et là commence un peu un regard critique, on va dire. Et puis, depuis quelques années, le Venezuela est devenu une pierre dans la chaussure, puisque le Venezuela est un moyen pour les tenants du capitalisme de disqualifier leur adversaire, non? Et donc, bah, finalement, certains partis qui, par ailleurs, avaient soutenu auparavant, ont commencé à s'en distancier au moment où le pays était le plus lâchement et criminellement attaqué. Ce qui montre un peu la, la, la droitesse morale de cette gauche. Et donc, aujourd'hui, il y a, je dirais, moins de soutien à gauche et plus de soutien dans ceux qui défendent le monde multipolaire, puisque le Venezuela est un des moteurs du monde multipolaire depuis quelques années. Si tu veux, les choses ont été un peu rebattues. Non, enfin, en même temps, on voit que la gauche soutient des nazis bandéristes ukrainiens. Donc, cette notion, finalement, est peut-être pas la meilleure pour comprendre les nouvelles alliances dans le monde qui vient. Alors, si je te suis, au fur et à mesure que le processus bolivarien s'est accentué, il y a eu plus un tournant vers la gauche qui a approfondi le processus révolutionnaire. Est-ce que ça a été constant? Est-ce que tu as senti au fur et à mesure entre ces dernières années, est-ce qu'il y a eu des mouvements de vagues ou quelle est la situation actuelle aujourd'hui à la veille de 2025 du Venezuela et du processus chaviste ou bolivarien? Non, alors, ouais, on se rappelle qu'au début, mais comme dans énormément d'ailleurs de mouvements de libération nationale, hein, c'est
une partie de lutter contre, on va dire, les conséquences de la colonisation et de la néocolonisation, de lutter contre l'impérialisme, de lutter pour l'industrialisation du pays, le développement de l'agriculture, enfin, et le bien-être du peuple. La doctrine principale de la révolution bolivarienne, c'est Bolivar. C'est la plus grande somme de bonheur possible. C'est pas Marx, non? Alors même si, alors ça, durant plusieurs années, là, en 2005, au Forum social mondial de Porto Alegre, 31 janvier 2005 pour être précis, Chavez invoque le caractère socialiste de la révolution bolivarienne. Et donc là, ça fait revivre finalement, je dirais presque un horizon qui avait été abandonné avec la chute du mur 15 ans auparavant. Mais Chavez précise d'emblée, ça sera le socialisme du XXIe siècle est un socialisme autochtone qui n'est pas universel. Chacun peut le mettre à sa sauce, etc. Et puis, ben, en fait, le, 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 finalement, comment dirais-je, n'a pas grand-chose à voir avec le modèle, par exemple, cubain ou le modèle alors nord-coréen ou voire même chinois. Non. Le Vénézuélien, par son histoire, l'État possède les secteurs stratégiques. Alors qu'était en voie de privatisation, Chavez a stoppé cette privatisation, mais il n'empêche que le pétrole, les industries lourdes, les télécommunications qui ont été nationalisées sous Chavez et un grand secteur bancaire sont aux mains de l'État. Mais après, le secteur privé est évidemment invité à participer à l'essor de l'économie vénézuélienne. De fait, dans le secteur pétrolier, la majorité des champs pétroliers sont exploités par des joint ventures entre l'État vénézuélien, enfin l'entreprise publique vénézuélienne, PDVSA, et des entreprises étrangères. Je pense à Chevron, par exemple, qui ne s'est pas barré, malgré les sanctions, et qui est exempté de sanctions depuis 5 ans, à part une parenthèse durant le premier mandat de Trump. D'accord? Alors, il y a certaines entreprises concurrentes des entreprises américaines qui, elles, sont frappées de sanctions. Non? Alors, soit elles décident de rester malgré tout, soit la grande majorité est partie. Ça, c'est le capitalisme dans la version des États-Unis, non? Et donc, l'économie vénézuélienne, oui, les secteurs stratégiques sont aux mains de l'État, soit directement, soit en entreprise mixte, qui gardent un contrôle et qui peut permettre une planification. Voilà. Donc, évidemment, ça, par contre, comme je l'ai dit, la plupart étaient, à part la communication, la télécommunication, pardon, et l'électricité, qui a été aussi nationalisée, c'était déjà un cas de figure avant Chavez. Et donc, si tu veux, on a beaucoup glosé sur qu'est-ce que voulait dire ce socialisme du XXIe siècle. Bon, bah, il s'inscrit dans une certaine perspective qui n'est pas le socialisme, enfin, ou la voie communiste du XXe siècle. Le secteur privé a une grande part de participation. Ça se rapproche plus de la Chine que de Cuba. Voilà. Pourquoi je disais ça? Bah, parce qu'il y a eu des évolutions aussi. Les Vénézuéliens sont aussi très pragmatiques. Et s'il faut lâcher du lest sur l'idéologie pour faire avancer l'économie du pays qui est en proie à un blocus criminel, eh ben, ils n'hésitent pas à le faire. C'est comme ça que, par exemple, dans l'agriculture, où il y avait eu des nationalisations qui, à mon sens, n'avaient pas lieu d'être. Par exemple, je pense dans la chaîne de production du café, dans des entreprises de torréfaction de café, voire de distribution de cafétéria publique. Je ne vois pas l'intérêt stratégique pour l'État d'avoir ça. Il y a certaines aussi entreprises qui avaient récupéré des terres des entreprises publiques qui ont été privatisées. Alors, ça fait grand bruit au sein de certains partis de gauche. Ça y est, ils trahissent, etc. Non, ils ne trahissent pas. Ils donnent à manger à leur peuple. Parce que l'État n'est pas en mesure, étant sous sanction, n'est pas en mesure de les travailler, ces terres.
il les privatise, les entrepreneurs vénézuéliens les font travailler et surtout n'exportent pas, comme c'était le cas avant, sinon le mettent sur le marché vénézuélien. Donc il y a un certain pragmatisme aussi qui fait que le Venezuela continue sa voie vers l'autodétermination, vers dans sa révolution, vers son modèle, la construction d'un modèle particulier qui emprunte un peu évidemment au socialisme, mais qui emprunte aussi beaucoup à ces expériences révolutionnaires d'Amérique latine. Là, je pense à Perón, je pense à Velasco. Je viens d'éditer un livre ici au Pérou sur des citations et de discours de Juan Velasco Alvarado, donc en 1968-1975, et ça ressemble beaucoup à la révolution bolivarienne aujourd'hui. De fait, Chavez s'en est inspiré énormément aussi, parce qu'il a rencontré Velasco lors du 150e anniversaire de la bataille d'Ayacucho, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, si tu veux, je crois que c'est important de ne pas cantonner euh, euh, le, la révolution bolivarienne sous des vocables qui appartiennent au XXe siècle. De fait, une des colonnes vertébrales de la révolution bolivarienne, c'est la démocratie participative et protagonique, c'est-à-dire la démocratie directe, qui a été mise en place à travers 50 000 conseils communaux, non, donc des assemblées de voisinage où les gens décident de ce qu'ils vont faire et des problèmes administratifs, des problèmes de voirie, de leurs problèmes de voisinage. Pardon, Et puis, ça dès le début du processus ou à partir de quel moment ça non, commence? non. Alors, il y a toujours eu des comités de base, non? Au début, il y avait les fameux cercles bolivariens qui étaient la hantise de l'opposition qui voyait dans les cercles bolivariens des milices armées. En réalité, il n'en était rien. C'était des groupes aussi de voisinage, mais là, essentiellement de gens qui soutenaient la révolution. Non? Là, c'est pas le cas. Alors après, il y a eu plusieurs. En fait, euh, l'État vénézuélien dont a hérité Chavez était inopérant, comme est inopérant la plupart des États des pays qui ont appliqué à la lettre les règles du néolibéralisme. Là, on pense au Péruvien, par exemple, qui est un État failli, non? Et donc, l'administration de l'État ne fonctionnait pas. Pour la mettre en route, le gouvernement central va se baser à chaque fois sur des mouvements locaux du peuple. Donc, par exemple, je pense à l'époque au comité de terre urbaine pour donner un titre de propriété aux terres des bidonvilles, par exemple. Je pense au comité de l'eau ou au comité de l'électricité. Je pense aux missions aussi qui se sont faites. Les premières missions qui se basaient sur des comités de santé, des comités d'éducation, et tout ça, c'était les voisinages qui s'organisaient pour améliorer leurs conditions de vie directement avec l'État central. Bon. Là, on parle presque de la préhistoire de la révolution bolivarienne. Ça Parce fait que, longtemps excuse-moi, d'ailleurs que je n'ai pas. ces comités, du coup, ils se créent donc au niveau national et ils sont structurés comment vis-à-vis de l'État central? C'est-à-dire, il y a des éléments intermédiaires ou c'est les comités directement Non, 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 il y a des éléments unificateurs et centralisateurs au niveau régional et au niveau national qui permettent d'avoir une interlocution, bien sûr, depuis l'État et jusqu'au comité. Je vais donner un exemple concret qui résume bien. De 2000 à, si- de 2000 à 2002, non, de 2001 à 2003, l'État essaie d'alphabétiser, à travers les structures du ministère de l'Éducation, d'alphabétiser les Vénézuéliens qui avaient été abandonnés par les gouvernements antérieurs et qui ne savaient ni lire ni écrire. Et ils en alphabétisent 60 000 en 2 ans, ce qui est énorme, non? Et ce qui est plus que les 40 000 qui avaient été alphabétisés dans les décennies précédentes en dehors du système scolaire. Donc en 2 ans, ils arrivent à faire mieux. Mais il en reste encore beaucoup trop. Et l'État n'a pas les capacités pour absorber ces personnes analphabètes. Donc, il se crée la mission Robinson en 2003.
Et la mission Robinson, c'est depuis les quartiers. C'est-à-dire, en fait, ils partent d'un constat que, évidemment, les personnes ne voulaient pas révéler leur analphabétisme. Sauf que dans le quartier, on sait qui sait lire, qui ne sait pas lire. Et donc, c'est les voisins qui faisaient du porte-à-porte et qui allaient chercher les gens pour les ramener dans la mission et qui eux-mêmes s'occupaient de trouver un lieu, trouver un professeur avec une méthode cubaine, Yo si puedo, reconnue par l'UNESCO. Et donc là, avec ce système-là, avec ces comités d'éducation, en 2 ans, de 2003 à 2005, il s'est alphabétisé 1 500 000 Vénézuéliens. Donc c'est énorme. Et donc le modèle est resté. Qui plus est, durant le coup d'État, Chavez a vu que finalement, s'il pouvait revenir, c'était vraiment grâce au peuple qui s'était mobilisé. Et donc tout va être mis sur la mobilisation politique permanente du peuple, c'est-à-dire d'entrer dans une véritable démocratie dans laquelle on ne délègue pas sa souveraineté à un représentant pendant 4 ans ou 5 ans, mais on l'exerce pleinement tous les jours au quotidien à travers les assemblées de quartier. À partir de 2006, se crée la loi sur les conseils communaux pour organiser tout ça. Tous ces comités d'éducation, de santé, les comités de terre urbains, les comités culturels, etc., les mettre, on va dire, dans un même sac qui va être ancré territorialement, qui est le conseil communal, qui devait regrouper à l'époque, euh, euh, c'était 150 familles en milieu urbain, 75 en milieu rural et 25 dans les terres indigènes. Et donc, le, Pardon, voilà, excuse-moi, mais là, pardon, tu parles du minimum pour en créer un? ouais, à l'époque, ouais, pour les conseils communaux. Et donc, le conseil communal, donc la loi va être lancée en 2006 et en 3 ans va être réformée 13 fois parce que il tâtonne, tout simplement. Moi-même, par exemple, je suis fondateur d'un conseil communal qui aujourd'hui marche très bien. J'en suis très content parce que c'était pas si simple que ça. J'étais fondateur du conseil communal dans le bâtiment où je vivais. J'étais co-directeur, co-responsable de communication, élu. Et je me rappelle avoir passé plusieurs samedis avec des personnes de la communauté à mettre en place les fondations de ce conseil communal. Et c'était pas facile, c'était des heures et des heures de palabres, d'étudier la loi. Et on voyait que des fois la loi était une entrave au développement du conseil. Donc, ça remontait depuis les bases à l'Assemblée nationale qui, effectivement, disait, bah oui, effectivement, il faut adapter la loi, etc. Ça a été changé 13 fois en 3 ans. Donc, pour te dire à quel point, voilà. Et puis après, ça s'est étendu, augmenté, euh, dans une certaine manière pacifié, parce que s'il est vrai qu'au début, c'était surtout les chavistes qui donnaient une impulsion aux conseils communaux, aujourd'hui, il y a de tout hein, dans les conseils communaux, y compris il y a des conseils communaux dans des zones ouvertement d'opposition, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer un échelon administratif de l'État aux mains du peuple, dont la décision est souveraine. Et puis, ils ne se sont pas arrêtés là. Chavez disait, mais les conseils communaux, c'est bien, mais s'ils dépendent à chaque fois de l'argent du gouvernement central, si un jour le gouvernement central décide de ne plus donner d'argent, les conseils communaux mourront. Et donc, ça a été créé, ils ont créé les communes, qui sont des regroupements de conseils communaux autour de projets productifs pour dégager de l'argent, une manne financière qui puisse servir à financer les projets de la commune. Et donc, ils ont dû pour ça, par exemple, modifier les régimes de propriété. Comme dans beaucoup de constitutions, au Venezuela, il en existait trois, la privée, la publique, étatique, la collective, coopérative, par exemple, qui est modèle d'économie collective mais privée. Et donc, ils ont élargi ça, et je vois aujourd'hui, il y a sept types de propriétés au Venezuela. Donc, en plus de l'État, l'État, la privée collective, il y a aussi la propriété sociale directe, la propriété sociale indirecte, propriété sociale qui est donc la propriété du territoire dont dépend le conseil communal ou la commune, la propriété communale aussi, etc., etc. Donc, c'est tout un
c'est pas seulement une réflexion théorique, hein, on s'est vraiment ancré dans la pratique. Ça donne un nouveau modèle de société, un nouveau modèle de démocratie, alors évidemment qui est complètement distorsionné par les médias, hein, ça on comprend absolument rien si on se fiche sur les médias et surtout si on ne suit pas l'évolution du Venezuela, mais c'est un modèle évidemment très enrichissant dont j'invite évidemment chacun qui nous regarde à s'intéresser de plus près. Est-ce que je me trompe si on entend ça comme une décentralisation du pouvoir? Non, je dirais plus une déconcentration du pouvoir. Déconcentration du pouvoir. Ok. Déconcentration, c'est-à-dire, on ne va pas avoir une décentralisation comme le promeut généralement le néolibéralisme, à essayer d'aller trouver dans des pouvoirs régionaux ou municipaux, mais une déconcentration aux mains du peuple d'un pouvoir qui a été concentré jusqu'à là par l'État central. Et durant l'ensemble de cette évolution, le rôle de l'opposition ou de la bourgeoisie vénézuélienne, est-ce qu'il a été le même? Ou est-ce qu'ils se sont, j'imagine, ils ont eu des stratégies différentes vis-à-vis du pouvoir chaviste? Non, ben, disons que la plupart a été de détruire la révolution bolivarienne. C'était pour la plupart une bourgeoisie comprador. Il y a très peu d'industries au Venezuela, à part les industries lourdes et l'industrie pétrolière. C'est un défi d'ailleurs pour l'économie vénézuélienne. Et on avait une bourgeoisie vraiment d'attaché-caisse qui, collée à l'industrie pétrolière ou aux retombées de l'industrie pétrolière, importait, n'est-ce pas, absolument tous les produits possibles et inimaginables, bénéficiant d'un bolivar complètement surévalué. Bon, c'est pas propre au Venezuela, hein, c'est un espèce de syndrome de maladie orange qu'on peut trouver dans tous les pays producteurs d'hydrocarbures, par exemple, mais ou monoproducteurs. Donc cette bourgeoisie-là, effectivement, s'est opposée dès le début de manière excessivement violente, et je dirais jusqu'à aujourd'hui, puisque on retrouve les mêmes acteurs qu'il y a 20 ans aux commandes et qui s'opposent à la révolution bolivarienne. Il y a eu évidemment aussi certaines personnes bah, qui se sont dit, mais finalement, cela non, mais qui sont minoritaires, cela n'entrave pas le business, au contraire même, et donc qui ont soutenu la révolution bolivarienne. Et puis, bah, l'économie ayant horreur du vide, quand il y a une partie cette bourgeoisie qui fait qui boycotte l'économie, et ben, il y a d'autres acteurs qui naissent et puis qui les remplacent. Le problème étant de savoir comment ils vont les remplacer. Et durant assez longtemps, durant un laps de temps assez grand, notamment toute la période de, de- des mandats d'Hugo Chavez, on restait dans une économie dominée par le pétrole avec une bourgeoisie comprador. Alors, bourgeoisie comprador, chaviste ou anti-chaviste, non? Les sanctions criminelles ont légèrement changé la donne, mais c'est intéressant parce que cette bourgeoisie, c'est comme je disais, une bourgeoisie d'attaché-caisse, elle pouvait être à Madrid ou à Miami pour faire ses imports, son import-export. Il n'y avait pas d'ancrage réel. Et tout le souhait justement du gouvernement hein, aussi, c'est de dire il faut qu'on arrive à dégager une opposition patriotique, nationale, qui soit connectée aux intérêts du pays et pas seulement à des intérêts. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose à perdre, parce que la plupart de cette bourgeoisie propose littéralement de mettre le pays à feu et à sang. Ils s'en foutent. Ils n'ont rien à perdre. À part M. Lorenzo Mendoza, propriétaire de Polar, qui a l'intelligence de ne pas trop se mettre en politique, parce que précisément, il a des moyens de production et il ne veut pas que ces moyens de production soient anéantis. Voilà. Mais sinon, la plupart de la bourgeoisie, c'est une bourgeoisie comprador qui n'hésiterait pas à faire table rase du Venezuela pour reconquérir le pouvoir. Bon, à l'opposition interne, on sait que s'ajoute la pression qui vient du grand voisin états-unien.
On sait que celui-ci participe ou a participé aux différentes tentatives de déstabilisation, mais tu mentionnais donc les sanctions et le blocus. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus en détail quel type de pression exercent les États-Unis sur le Venezuela et son économie? Oui. Alors, le Venezuela, c'était la cour arrière des États-Unis dans la cour arrière qu'est l'Amérique latine, hein. C'était la réserve de pétrole des États-Unis, la réserve d'asphalte aussi. Je pense par exemple à la lagune de Guanoco dans l'ouest du pays, qui a servi par exemple pour asphalter la 5e avenue de New York et les grandes villes, Philadelphie, les grandes villes états-uniennes. Voilà, c'était vraiment le, le, comme voilà, le patio trasero, comme on dit, hein. C'est pour ça que, par exemple, les Vénézuéliens ne jouent pas au foot, ils jouent au baseball, parce que le niveau de colonisation était tel que c'était le moment le plus démocratique, là où les ingénieurs pétroliers états-uniens jouaient les ouvriers, évidemment, ils jouent au baseball, et donc c'est devenu le sport national. Enfin, voilà, c'est pour donner un peu le, la dimension de la relation qui unissait le Venezuela aux États-Unis. Et euh, le, donc évidemment, depuis le début, les États-Unis ont comploté contre le président Chavez, puis avec encore plus de force contre le président Maduro, pour essayer de mettre en déroute la révolution bolivarienne, alors en inondant à travers leurs ONG d'argent, en fondant des partis, en se livrant à des tentatives de coup d'État, en, en faisant de la subversion chez les militaires, dans la police, et puis euh, en sabotant aussi, hein, en provoquant du sabotage, en jouant avec les paramilitaires et les narco-paramilitaires colombiens. Enfin, il y a une guerre qui ne dit pas son nom, hein, contre le Venezuela depuis maintenant 20 ans et qui a eu une recrudescence particulière depuis la prise de pouvoir de Nicolas Maduro en 2013. Là, on a eu plusieurs épisodes insurrectionnels et ce n'est pas fini. Non. Je dis ce n'est pas fini parce que on va s'avancer visiblement à une opération Guaido 2 ou 2.0, comme on dit, avec la reconnaissance du vieillard Edmundo González comme président fantoche, évidemment, qui ne contrôle rien, mais qui permet de maintenir une façade pseudo-légale qui justifie le pillage des actifs du Venezuela. Il y a Citgo, l'entreprise que le Venezuela possédait donc, aux États-Unis, qui était propriétaire de 25 000 stations-service, plusieurs raffineries, a été pillée, littéralement volée par les États-Unis à travers justement le, l'opération Guaido. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment scabreux, hein, comme ces personnes ont pu trahir le pays pour s'en mettre plein les poches et puis finalement le piller, participer à son pillage. Plusieurs banques occidentales ont bloqué les avoirs du Venezuela, ça s'élève à plus de 8 milliards de dollars. On pense aussi aux 14 tonnes d'or que la Banque d'Angleterre retient dans ses caisses qui appartiennent au Venezuela. Enfin, l'Occident a utilisé la, 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 la présidence fantoche de Guaido, puis certainement maintenant de Edmundo González, pour justifier le pillage des actifs du Venezuela. Et parallèlement à ça, alors évidemment, il y a un blocus criminel qui a été... Alors le blocus, l'architecture du blocus, ça commence en décembre 2014 par une loi au Congrès des États-Unis qui va faciliter l'architecture du blocus. Quelques mois après, Barack Obama lance le blocus, on va dire, ou lance la forme légale sur laquelle le blocus va se construire, qui est l'ordre exécutif qui considère que le Venezuela représente une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité intérieure des États-Unis. Bon, évidemment, c'est n'importe quoi, mais c'est sur cet ordre exécutif qui est reconduit chaque année par tous les présidents, démocrates comme républicains, que s'orchestre
le blocage de l'économie vénézuélienne. En quoi ça consiste, le blocus? Parce que les gens disent, alors au début on l'a nié. Dans toutes les instances médiatiques, universitaires, politiques, le blocus a été nié contre le Venezuela. Ça n'existait pas. On était très très peu à dire, mais attendez, c'est pas nous qui le disons, c'est les responsables de l'administration états-unienne. C'est John Bolton sur Univision en avril 2019 qui dit ce que nous sommes en train de faire au Venezuela, c'est comme Dark Vador dans Star Wars quand il étrangle lentement quelqu'un. C'est William Brownfield sur Voice of America en 2018 qui dit nous sommes conscients qu'asphyxier l'industrie pétrolière vénézuélienne avec les sanctions va avoir une répercussion négative sur des milliers de Vénézuéliens. C'est Thomas Shannon, qui a été secrétaire d'État de Obama, qui dit dans le Financial Times de août 2019, qui dit que le blocus contre le Venezuela a les mêmes effets sur toute l'économie du Venezuela que les bombardements de Dresde et de Tokyo par les Alliés à la fin de la guerre. C'est-à-dire de détruire totalement l'économie en même temps que des personnes meurent du blocus. C'est Jeffrey Sachs. Alors Jeffrey Sachs, il s'est un peu détendu tout de même depuis quelques années, mais Jeffrey Sachs, c'était quand même une personne qui a été responsable des plans de libéralisation dans les années 90. Et aujourd'hui, à la tête d'une ONG, il a fait une enquête et avec un autre économiste nord-américain qui s'appelle Mark Weisbrot, dans lequel il montrait que dans l'année 2017-2018, le blocus avait été responsable de 40 000 morts. Donc ça a été totalement nié par les chercheurs, les médias, les politiques européens, occidentaux et particulièrement français quand ils parlent du Venezuela. Alors aujourd'hui, un peu moins, on parle du blocus comme si c'était rien. Ouais, il y a le blocus, mais tout n'est pas le blocus. Eh bien si, tout est le blocus. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est que ce blocus? Ben, le blocus, c'est simple. C'est vous qui me regardez, vous avez envie d'exporter du blé au Venezuela. Vous allez partir de Marseille, grand port français, avec votre bateau que vous allez appeler Révolution française. Vous allez arriver au Venezuela pour vendre vos blés. Dès l'instant où vous accostez dans le port de La Guaira ou dans le port de Puerto Cabello, votre cargo va être mis sur la liste des sanctions du département du Trésor des États-Unis. C'est-à-dire que vous n'allez plus avoir accès au dollar et à manier le dollar et vous allez, alors, soit devoir payer des amendes, comme on se rappelle par exemple que la BNP avait payé une amende de 10 milliards de dollars, je répète le chiffre, 10 milliards de dollars pour avoir commercé avec Cuba, qui est lui aussi soumis à un blocus infernal. Et donc, votre bateau Révolution française, il va rentrer pour aller à Marseille. Et puis là, le port de Marseille, il va dire, ah ben non, 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 vous n'allez pas accoster chez nous. Parce que si vous accostez chez nous, le port de Marseille va être sur la liste des sanctions du département du Trésor des États-Unis. On ne pourra plus faire de transactions en dollars, etc. Et puis, votre assureur va dire, oh, moi, je ne veux plus être votre assureur, je ne veux plus vous assurer. Parce que si on vous assure, on va être sur la liste des départements du Trésor. Donc, vous n'allez plus être assuré. Personne ne va vouloir vous confier un chargement, etc., etc. Donc, vous allez faire faillite. Donc, mieux vaut ne pas commercer avec le Venezuela. Il y a eu des petits malins au Mexique qui se sont mis dans une des failles de la loi et des sanctions, puisqu'il s'agissait d'échanges commerciaux. Donc, ils ont dit, on va faire du troc. Alors, ils ont envoyé des citernes d'eau au Venezuela, et puis quand ils revenaient, eh ben, ils revenaient payés en pétrole brut, donc ils raffinaient au Mexique. Les sanctions ont été telles contre cette entreprise qui ne commerçait pas qu'avec le Venezuela, hein, c'était une entreprise qui commerçait avec le monde entier, que l'entreprise a fermé, mis la clé sous la porte en moins de 6 mois. Je vous invite à regarder, soit sur le site des Deux Rives, soit sur mon blog, on pourra mettre en lien. J'ai fait de 2014 jusqu'en 2021, je me suis arrêté en 2021, ou 2022, une liste de toutes les sanctions
de toutes les mesures de restriction à l'économie menées par les États-Unis et leurs alliés depuis 2014. Il y en a 36 pages. Donc, qu'on ne vienne pas me dire que ça n'existe pas. Et donc, quand je dis tout est sanction, ben oui, tout est sanction parce que, par exemple, l'approvisionnement de l'eau au Venezuela, en grande partie, les tuyauteries qui vont des réserves d'eau aux grandes villes sont des tuyauteries de marque occidentale. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un problème, l'entreprise mère ne vend plus de pièces de rechange parce que vous êtes sous blocus. Elle n'a pas le droit de vous en vendre. Sinon, elle tombe sous les sanctions du gouvernement des États-Unis. Donc oui, quand il y a des problèmes d'accès à l'eau potable au Venezuela ou des problèmes d'électricité, parce que si la production, il n'y a aucun problème, la production a été nationalisée, mais dans la distribution, le système dont a hérité le gouvernement vénézuélien était allemand, c'était Siemens, et Siemens ne peut plus vous vendre de pièces de rechange, donc c'est exactement la même chose. Donc oui, tout est sanction. Et qu'est-ce que ça a pour conséquence principale? Ben, ça a eu pour conséquence principale la grande migration vénézuélienne. Un pays qui n'avait jamais connu de migration a vu à peu près 5 millions de ses concitoyens partir chercher une meilleure qualité de vie dans d'autres pays, qui, dans la grande majorité, ne l'ont pas trouvé, mais ça, c'est un autre problème. Et alors, boomerang, assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de ces migrants sont en train de revenir aux États-Unis. Et ça devient un problème intérieur des États-Unis. Ça l'a été pendant la campagne présidentielle, et ça va l'être. Et c'est une arme, évidemment, au sein du gouvernement vénézuélien, qui dit aux États-Unis, vous voulez que les migrants reviennent, il n'y a aucun problème, enlevez les sanctions. Évidemment, les États-Unis disent, bah non, Je, ils ne veulent pas. je Et donc profite, là, il y a un jeu. je profite des Et détails que tu, pardon, je profite des détails que tu donnais sur les sanctions parce que j'imagine que du coup, ça touche également tout ce qui sont les produits alimentaires importés. Euh, alors, alors oui, alors justement, alors je termine aussi sur un autre point, c'est-à-dire qu'il y a des sanctions depuis 2014 et les sanctions n'ont pas été levées. J'ai lu par-ci par-là qu'elles auraient été levées par Joe Biden. Non, elles n'ont pas du tout été levées. C'est-à-dire que, en fait, les sanctions servent aussi aux États-Unis d'éliminer leurs concurrents directs dans des échanges commerciaux. Je m'explique. Durant le mandat Obama, mais aussi durant les 3 premières années de Trump, 5 entreprises pétrolières ou de services pétroliers étaient exemptées de sanctions. Chevron, Schlumberger, General Electric, Waterford International et Halliburton. 5 entreprises états-uniennes. Repsol, ah non, Repsol, ils ont non, sous sanction. Total sous sanction. Total est parti du Venezuela en abandonnant sa participation dans les champs pétroliers, dans les champs gaziers. Non, sanction. Le PDG de Total à l'époque avait dit ça ne vaut pas la peine parce que Total n'était pas un grand exploiteur. Il disait le jeu n'en vaut pas la peine avec les sanctions états-uniennes. Donc c'est une manière aussi pour les États-Unis d'éliminer aussi certains concurrents. Alors, alors les sanctions, vous allez dire, oui, mais les Russes, les Chinois, ben oui, mais les Russes, les Chinois, ils font du commerce international. Ils n'ont pas envie non plus, pour l'instant, de ne pas avoir accès au dollar. Et donc, c'est comme ça qu'on a vu, en août 2020, la Chinese National Petroleum Company partir du Venezuela. C'est comme ça qu'on a vu, pardon, c'était en 2019, les Chinois. C'est comme ça qu'on a vu qu'en janvier 2001, Gazprom partir du Venezuela. Pardon, 2000 Gazprom, non, Rousneft. Rousneft, 2001, Rousneft. tu dis, ou 2021? 2021, 2021. Et donc, pour vendre son pétrole, le Venezuela a dû littéralement répondre à cet acte de piraterie internationale que sont les sanctions et le blocus par d'autres actes de piraterie. Et ça, le pragmatisme vénézuélien. Ça veut dire vente de pétrole en haute mer, multiplier les intermédiaires, etc. Et évidemment, à un coût moindre. C'était de la survie, là, hein, littéralement. Alors, en plus des sanctions, il y a toute une partie de guerre militaire, diplomatique, puisque les sanctions, c'est l'axe, on va dire, économique, et politique. Alors, politique, on a eu le show de Guaido hier, on aura le show Edmundo González demain, ça ne s'arrêtera pas. Dans le show diplomatique, les États-Unis et leurs alliés
ont essayé par tous les moyens d'isoler le Venezuela. Ils n'ont absolument pas réussi. Et je dirais même au contraire, l'actuel chancelier, donc ministre des Affaires étrangères, Ivan Gil, il y a plusieurs années, lorsqu'il était vice-ministre, avait déclaré le blocus et les offensives diplomatiques des Occidentaux nous ont obligés à nous tourner vers un autre monde et nous avons vu l'étendue de cet autre monde. C'est pour ça que le Venezuela est vraiment un des piliers du monde multipolaire de demain, non? Alors, il n'est pas rentré dans les BRICS pour l'instant par une manœuvre basse de la diplomatie brésilienne, mais en réalité, il fait déjà partie de l'écosystème BRICS. Donc, voilà. Et il y a eu aussi toute une série d'offensives militaires, donc tentatives de coup d'État, débarquement de mercenaires, tentative de contrôle territorial par des groupes paramilitaires venus de Colombie, principalement, qui exploitent une grande industrie de la mort en Colombie. On songe à l'assassinat du candidat Fernando Villavicencio en Équateur, du candidat présidentiel ou du président d'Haïti. Tout ça provient de la Colombie, d'invasion qui ne dit pas son nom du territoire vénézuélien, mais aussi des sabotages. Et là, récemment, par exemple, on a vu, quand je dis récemment, euh, alors je ne sais pas quand tu vas publier, mais je vais dire, récemment, c'est dans la semaine du 20 au 27 novembre, il y a eu un sabotage d'une industrie gazière dans l'ouest du pays, donc qui a explosé, non, qui a été explosé. Et il y a eu aussi depuis euh, octobre-novembre, l'arrestation et le démantèlement de réseaux mercenaires avec plusieurs dizaines, voire centaines d'armes de guerre qui ont été saisies. Donc la situation, même si vous n'en entendez pas parler dans votre pays, évidemment, puisque le Venezuela, ça vient de temps à autre pour discréditer, mais il n'y a pas un suivi, la situation est toujours assez tendue au Venezuela. Alors, là, je ferme la parenthèse de l'offensive des États-Unis et de leurs alliés locaux pour parler de la résistance du peuple vénézuélien. Alors, on entend beaucoup dire que le régime s'est raidi. Eh bien oui, bien évidemment qu'il s'est raidi. Je veux dire, quand on a 6 tentatives de coup d'État en une année, 2019, quand il y a des invasions de paramilitaires ou des invasions de mercenaires, y compris de mercenaires étrangers sur le territoire, ben, on a tendance finalement à ne pas laisser passer grand-chose parce qu'il faut préserver le territoire, il faut préserver l'intégralité de la nation, la vie physique des Vénézuéliens, non, qui peuvent mourir dans des tentatives de sabotage, etc., voire même, et surtout préserver la paix. Et Maduro, le président Maduro, était celui qui a réellement préservé la paix au Venezuela. La dernière tentative en date, c'était durant les élections, les dernières élections du 28 juillet, où il y a eu toute une opération pour dire que Maduro avait perdu à plat de couture, 70-30. Alors ça non plus, ça ne tient pas la route. Ça, le chiffre avancé par l'opposition, on parle beaucoup du chiffre des chavistes, mais le chiffre avancé par l'opposition ne tient pas la route. Pas du tout. Quand vous regardez, par exemple, mais ça, évidemment, les gens qui vont vous dire ah, il y a eu fraude, etc., mais ils ne vont pas les regarder puis ils ne connaissent pas. Mais quand vous voyez, par exemple, que le président Maduro aurait fait 30% de voix en moins que n'a fait Freddy Bernal dans le Táchira, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a certaines zones du pays, ça n'a pas de sens. Et c'est même pas moi qui le dis. Alors moi, je le dis. Mais il n'y a pas que moi qui le dis. Et Jaime Duran Barba, qui est un conseiller politique, qui a conseillé une grande partie des candidats de la droite latino-américaine, au lendemain de l'élection, a dit, alors j'ouvre les guillemets, hein, je ne veux pas le faire mentir Duran Barba, il a dit, je n'ai pas de doute que l'opposition ait gagné, mais les chiffres qu'ils avancent sont farfelus et ça les disqualifie. Bah, non mais n'importe quoi. Hein. Donc là encore, il y a eu une vaste offensive
L'idée étant de répéter les techniques de révolution colorée, contestation des résultats, on lâche les chiens dans la rue, c'est-à-dire, quand je dis les chiens, je ne parle évidemment pas de l'opposition pacifique hein, qui manifeste. Une grande partie de votants, de sympathisants de l'opposition se sont manifestés, ils n'ont pas été empêchés ni réprimés pour cela. En revanche, quand je dis lâche les chiens, c'est la pègre qui travaille main dans la main avec une partie, pas toute, de l'opposition vénézuélienne et certains groupes de choc de l'opposition qui ont pour consigne d'incendier le pays et d'aller tuer des chavistes. Hein, il y a eu 28 morts encore. Alors, c'est intéressant parce que là, en 2 jours, c'était réglé. Et pourquoi? Eh bien, parce que précisément, les services de renseignement du Venezuela avaient prévu cette situation. Une grande partie des groupes euh, 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 de l'opposition radicale, non, c'est pas tout un chacun, les gens n'ont rien à fiche, mais les gens qui militent pour un renversement armé du Venezuela, bah, il y a beaucoup de ces groupes qui sont infiltrés. Hein. On se souvient par exemple que Diosdado Cabello avait dit que lorsque les mercenaires avaient planifié l'invasion du Venezuela depuis la Colombie, par moment il manquait d'argent et c'est même les contacts du gouvernement qui avaient mis l'argent pour que ces groupes se maintiennent. C'est pour ça par exemple que Guaido n'a jamais été arrêté quand il était au Venezuela aussi puisque son entourage était poreux, il était aussi infiltré par les services de renseignement qui ont bien prospéré. Je me rappelle par exemple d'une des tentatives de coup d'État en 2019 où, je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie d'ailleurs, ça mériterait une série Netflix, mais le gouvernement avait diffusé les réunions des putschistes sur YouTube. Parce qu'une des personnes, non seulement avait infiltré le groupe, mais l'avait infiltré avec une caméra. Et donc, on avait les mecs qui parlaient et donc qui balançaient tout. Ils parlaient entre eux. Voilà tout le plan. Donc, on parle beaucoup dans les services de renseignement de la CIA, du Mossad, de machin, du FBI, du Mossad, etc. Mais les services vénézuéliens sont assez costauds et donc avaient prévu qu'il y allait y avoir une tentative de renversement du régime après les élections, dans un contexte post-élection, de contestation des élections. C'est pas nouveau, hein. Depuis la Serbie en 2000, en passant par l'Ukraine en 2004, en passant par la Géorgie en 2003, bon, le Liban en 2005, enfin les techniques de révolution colorée, la Biélorussie que tu connais bien en 2020, si je ne m'abuse. Bon, c'est pas nouveau. C'est toujours le même scénario d'ailleurs, toujours, ça ne varie pas. Bah, alors justement, je Et, voulais te poser une question par rapport bon, alors, par rapport à cette résistance de l'État vénézuélien vis-à-vis des tentatives de déstabilisation. Sur le plan économique, tu vois, j'ai notamment en tête ouais, la Russie vis-à-vis des sanctions après son intervention en Ukraine, où justement elle a dû remodifier sa structure économique. Est-ce que finalement le Venezuela, parce qu'on parlait donc du blocus, et c'est pour ça que je oui, mentionnais la question de l'alimentaire, est-ce que le Venezuela est autosuffisant par exemple sur le plan alimentaire, ou alors est-ce que par exemple le blocus l'a obligé à avoir une stratégie justement de moins dépendre du pétrole, et je sais qu'il y avait toute une tentative de réindustrialisation enfin d'industrialisation du pays de façon à justement avoir une certaine autosuffisance. Qu'est-ce qu'il en est de cette situation? oui, alors je dis juste un mot je crois qui est important. Donc, c'est comme je dis, la révolution colorée là, de août 2024 a été tuée dans l'œuf. Et effectivement, aussi par une répression immédiate hein, des services de sécurité. J'ai eu la chance, il n'y a pas longtemps, là, d'être avec des amis chavistes, et, ou même certains ont dit, là, ils n'y ont pas été avec le dos de la cuillère, parce que autant ils ont mis en prison, évidemment, ceux qui sortaient armes au poing pour aller tuer des chavistes, ça, ok, mais il y a eu aussi, ils ont été mettre en prison des personnes qui, sur Twitter, par exemple, dénonçaient que leur voisin était un militaire ou un policier, etc. Donc ça aussi, en prison, non? Alors le Venezuela a connu 2 épisodes insurrectionnels en 2014 et en 2017 de la même taille, hein, avec en 2000, pardon, en 2013, 2014, 2017. 2013, c'est 11 morts, 125 blessés.
2014, c'est 70 morts et 800 blessés. Et 2017, c'est 150 morts et plus de 2000 blessés. Et quand il y a eu cette discussion autour d'amis chavistes, quelques personnes qui disaient, oui, mais là, ils n'ont pas été avec le dos de la cuillère, etc. Il y a eu un débat. Et d'autres disaient, mais qu'est-ce que vous vouliez? Qu'il y ait encore le pays à feu et à sang, qu'il y ait des milliers de blessés, qu'il y ait des centaines de morts, il y en a marre, on veut la paix, etc., etc. Donc c'est aussi, ça m'a interpellé parce que dans pas beaucoup de pays, on discute de la répression ou pas du gouvernement dont on est partisan, non? Voilà. Alors, effectivement, pour répondre à ta question, en tout cas aujourd'hui au Venezuela, il y a la paix. Et ça, les Vénézuéliens qui vivent au Venezuela sont conscients de ça et ne veulent plus revivre les années précédentes avec euh, des morts, des blessés dus à la polarisation de la politique. Et surtout, alors, les plus excités, en réalité, ils sont en dehors du Venezuela et ils risquent rien. Et ça, les gens du Venezuela bah, lui disent, dis donc, si tu as envie de venir mettre le pays à feu et à sang, bah, tu viens et tu viens vivre ici. Hein. Parce que nous, on est très bien dans un pays qui, un, préserve sa paix sociale, deux, dont les indices de criminalité ont fortement baissé. Le Venezuela était connu pour avoir de forts indices de criminalité. Ils ont fortement baissé. Aujourd'hui, c'est un pays moyen d'Amérique du Sud. Et Ok. ça, c'est grâce au remaniement de la police, c'est grâce aux actions des forces spéciales de la police qui étaient critiquées par toute une partie des multinationales des droits de l'homme et d'ONG gauchisantes. Merci Nicolas Maduro, parce que grâce aux forces spéciales de la police, bah, il n'y a plus le taux de criminalité débordant dont les personnes souffraient il y a encore quelques années. Alors, beaucoup de brigands, hein, enfin des brigands assassins, de violeurs, etc., euh, pour échapper soit à la prison, soit à une mort certaine lors d'affrontements avec les forces spéciales, ont migré aussi. Donc le problème s'est déplacé dans certains pays frontaliers, voire même aux États-Unis. Mais bon, ça, c'est plus le problème du Venezuela. Le Venezuela peut, à la rigueur, établir des relations diplomatiques avec ces pays-là pour essayer de renforcer la coopération policière. Mais bah, c'est ballot, la plupart de ces pays ne reconnaissent pas Nicolas Maduro comme le président de la République bolivarienne du Venezuela, donc bah, qui se démerdent avec leurs délinquants. Euh, et surtout, l'économie a été relancée. Et ça, c'est un véritable petit miracle parce que elle a été relancée, je dirais presque sur des bases saines. Comme je t'ai dit en introduction, le Venezuela souffrait bah, d'une maladie orange, il produisait absolument rien, le bolivar, la monnaie locale, était complètement surévaluée, ce qui facilitait les importations et donc ce qui détruisait totalement le tissu industriel, le maigre tissu industriel qu'il y avait. L'insécurité ne rendait pas facile la tâche dans les campagnes pour produire de la nourriture. Durant les premières années du blocus, il y a eu une guerre économique féroce avec une partie, je dis bien une partie, pas tout, une partie de l'inflation induite, une contrebande d'extraction, de billets de banque. Littéralement, on a vidé les billets de banque du Venezuela. Donc le Venezuela a dû passer à la monnaie électronique très rapidement. Moi, je me rappelle avoir vu ça en 2016, 2017, 2018 au Venezuela, alors que ce n'était pas du tout la mode dans aucun des pays. C'est même pas arrivé en France. Un jour, ça va vous arriver, vous inquiétez pas. Vous allez rentrer dans la modernité. Euh, euh, la contrebande d'extraction, c'est-à-dire que tout le peu qui se produisait bah, était passé en contrebande en Colombie voisine, voire au Brésil, pour avoir des dollars, voire pas qu'en Colombie voisine. Je rappelle par exemple que le Venezuela partage une frontière avec la France, hein, une frontière maritime avec la Guadeloupe et la Martinique, et pas la Guyane qui se trouve à 5000 km. Et il y a aussi de nombreux pêcheurs vénézuéliens qui vendaient leurs produits, le produit de la pêche, à des chaluts
chalutiers qui attendaient en haute mer de diverses nationalités, donc parce qu'ils payaient en dollars. Donc, évidemment, le pays était totalement exsangue et le gouvernement a adopté un certain pragmatisme en disant, bon, il faut qu'on commence par un bout. Et ce bout, ça va être l'agriculture parce que le peuple a faim. Et on ne peut plus importer comme avant, puisqu'on est sous blocus, on ne peut plus importer toute la nourriture qu'on importait auparavant. Ni nous, ni le secteur privé. Parce que le secteur privé importait des denrées, mais plus adaptées à une classe moyenne ou à la bourgeoisie locale. Euh, du Nutella, des bonbons, du Ramon Serrano, etc., etc. Mais pas les produits de base. Et donc, il y a eu un certain pragmatisme. Effectivement, certaines des terres qui avaient été auparavant nationalisées par l'État ont été privatisées. Il y a eu le secteur de l'agroélevage s'est assis à la table du gouvernement. Tout le monde a délimité des stratégies communes pour relancer ce secteur. Et aujourd'hui, le Venezuela produit 92% de ce qu'il mange. Ça n'est jamais arrivé depuis 100 ans. Et non seulement il produit 92% de ce qu'il mange, mais en plus de ça, l'industrie, le tissu industriel du Venezuela est en train de se réactiver en fonction des besoins du secteur agricole. C'est-à-dire pas des économies d'enclave pour l'exportation, sinon euh, liées aux besoins de l'économie agricole. Attends, Alors, excuse-moi, mais ça veut dire ça me paraît énorme. Mais en combien de temps ils ont fait ce changement? 2016, 2024, en 8 ans, une dizaine d'années. Et maintenant, parce que enfin, si je me souviens bien, moi-même quand j'étais au Venezuela, au tout début au tout début du gouvernement chaviste, on était à un niveau d'exportation vraiment très élevé au niveau de l'alimentaire, non? Je me trompe pas, où c'était 80% de ce qui était l'alimentation était importé, n'est-ce pas? Ou je me Important. trompe? Oui, Ouais, avant. Et maintenant, ils ont réussi ouais, à retourner en si peu de ne temps. compte pas. En si peu de temps, ils sont passés à 92% de production nationale pour Tu ne te trompes l'alimentation. pas. Et en si peu de temps, le problème en si peu de temps, c'est qu'en si peu de temps, l'économie a été totalement dévastée. Il y a un tsunami qui est passé, tu mangeais plus rien, tu pouvais plus rien importer. Donc il a fallu relancer la machine. OK. Euh, j'ai interrogé en avril 2024 alors, il a été, c'est plus lui, mais à l'époque, c'était le vice-président sectoriel pour le secteur économie, José Félix Ribas, qui à la fois était aussi ministre de l'Industrie et du Commerce. Et il me disait, bon, ça, c'est des débats qu'il y a au Venezuela, mais en réalité, au début du siècle, on a bâti un système, enfin, un réseau, un tissu agricole et industriel qui était très faible, mais qui était là. Le pétrole est venu inonder tout ça, comme lorsqu'on construit un barrage et ça inonde un village en dessous. Et il m'avait dit, avec le blocus, la lagune de pétrole s'est asséchée et on a retrouvé le village qui était en dessous, en mauvais état, mais il était là. Donc on a reconstruit sur ces bases-là. Et aujourd'hui, alors le pétrole, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. L'économie vénézuélienne est toujours dépendante des fluctuations de l'industrie pétrolière. Mais elle produit et elle commence à produire autre chose. On n'est pas dans une économie post-pétrolière, ça serait pas vrai, ça serait mentir, ne me fais pas dire ça. Mais par contre, on voit par exemple que la croissance est encore due à celle de l'économie pétrolière, qui a un paradoxe, parce qu'elle produit pas beaucoup de valeur ajoutée et pas beaucoup d'emplois, ce qui n'est pas le cas de l'agriculture et de l'industrie. Et Quel donc le secteur, Venezuela pardon? est déséquilibré. Quel secteur exactement sont industrialisés? Ou qu'est-ce qu'ils produisent exactement? Tu le sais? Je n'ai pas, mais tu dois avoir, bah déjà, tu as tout un secteur de l'industrie agroalimentaire qui dépend de l'agriculture et de l'élevage. D'accord. Et puis, il y a certains aussi produits manufacturés, d'industrie de transformation. Je ne parle pas de l'industrie lourde et de l'industrie pétrochimique qui est encore quelque chose à part D'accord. au Venezuela. Voilà. Donc oui, il y a un petit miracle.
et l'économie est en train de repartir. Et bon, si évidemment vous allez au Venezuela souvent, tous les ans, vous allez voir la différence. Enfin, c'est frappant dans la rue. Et qui plus est, il y a eu aussi, le Venezuela s'est tourné vers, euh, vers le monde multipolaire. Et donc aujourd'hui, par exemple, vous avez des supermarchés iraniens. Vous avez, l'autre jour, j'étais dans un minibus à Caracas, et il y a une personne, comme souvent en Amérique latine, qui est montée pour nous vendre des chewing-gums ou des petits bonbons. Et j'ai regardé, c'était des chocolats turcs. Non, donc le Venezuela se tourne aussi vers le monde multipolaire pour se relancer. L'Iran a été un grand soutien du Venezuela, notamment dans l'industrie pétrolière. Et bah, le Venezuela essaie d'avancer malgré les sanctions, malgré le blocus et malgré les actes de déstabilisation permanents. Du coup, tu mentionnais à juste titre les BRICS. Et ma question maintenant, c'était justement la situation du Venezuela donc avec cette organisation en construction. Tu as d'ailleurs tout à l'heure mentionné l'épisode avec le Brésil. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement là? Oui, alors le Venezuela, depuis l'avènement de la révolution bolivarienne, a beaucoup fait pour le monde multipolaire. Déjà pour l'intégration latino-américaine. Le Venezuela était un des fers de lance de UNASUR, l'Union des Nations Sud-Américaines, de la CELAC, la Communauté des États latino-américains et caribéens. Alors malheureusement, les divisions internes, les polarisations, le manque d'unité, le fait d'être ou d'avoir été l'arrière-cour des États-Unis pendant très longtemps a fait qu'il y a toute une bourgeoisie antipatriote en Amérique latine et qu'il est très difficile de maintenir dans le temps ce genre d'initiative. Et donc aujourd'hui, UNASUR n'est plus, la CELAC est au point mort. Et il y avait aussi un forum qui était absolument euh, incroyable, dont très peu d'Occidentaux ont entendu parler, mais c'était les forums ASA, alors qu'il y avait trois pays fers de lance, trois leaders, trois très grands leaders qui étaient Hugo Chavez au Venezuela, Lula au Brésil et Muammar Kadhafi pour l'Afrique. Et donc, c'était les forums Amérique du Sud-Afrique. Il y en a eu quatre qui ont réuni tous les chefs d'État d'Afrique et d'Amérique du Sud. Si ma mémoire est bonne, le premier est en 2006 ou 7, le dernier est en 2011. Hein, oui, c'est ça, le dernier est en 2011, puisque... Avant la chute de Kadhafi, du coup. ah non, alors il doit être en 2012, parce qu'il n'y avait plus Kadhafi, euh, D'accord. mais surtout il a eu lieu quelques mois avant le renversement de Mamadou Tandja au Niger, notamment sur des affaires d'uranium. Donc là, aujourd'hui, tout ça prend forme. Je pense à l'Alliance des États du Sahel. C'était déjà des choses qui se parlaient dans les forums Amérique du Sud, Amérique du Sud, Afrique. Je me rappelle du forum à l'île Marguerite au Venezuela, d'un discours mémorable de Muammar Kadhafi, dans lequel il appelait à fonder une OTAN du Sud, une OTAS, en disant c'est incroyable que pour aller de nos pays, pour se rencontrer, pour aller du Brésil jusqu'en Libye, on soit obligé de passer par l'Europe. On n'a aucun réseau de communication, on n'a aucun réseau de télécommunication, nous n'avons pas de plan de défense commun, il est temps de monter une OTAN du Sud. Bon, quelques mois après, il était assassiné vilement par une armée de barbares et de mercenaires. On s'en rappelle, bien évidemment. Donc, en plus de ça, le Venezuela avait développé des relations bilatérales avec toute une série de pays qui n'étaient pas forcément amis de l'Occident, mais qui avaient des intérêts communs de développement, non? Et qui voyaient dans les relations avec les Venezuela, je vais emprunter le mot chinois, mais une relation de bénéfice mutuel. Je pense
particulièrement à l'Iran d'Ahmadinejad, je pense à la Turquie de Recep Tayyip Erdogan, qui a de très bonnes relations avec le Venezuela, et particulièrement avec le Nicolás Maduro. Je pense à toute une série de puissances moyennes qui ont développé de très bonnes relations avec le Venezuela, et la plupart de ces puissances moyennes se retrouvent aujourd'hui dans les BRICS, membres à part entière. Et donc, effectivement, le Venezuela, alors non seulement entretenait de très bonnes relations diplomatiques avec la plupart des pays BRICS, Mhm. mais en plus de ça, il fait déjà partie de l'économie BRICS puisqu'il a signé des accords de partenariat dans la culture, le sport, les communications, ça, tout cet écosystème BRICS qui est en train de naître et pour lequel, aujourd'hui, enfin en tout cas à Kazan, il n'y a pas eu d'admission plénière. C'est parce que une des raisons pour cela, c'est pour permettre aux pays qui sont membres associés euh, de, d'avoir le temps nécessaire pour que leur diplomatie puisse s'élever au niveau de l'écosystème BRICS. Non, parce que les BRICS avancent, hein, avec les 9 là qui sont dans le BRICS, il y a plusieurs accords qui sont, euh, qui sont pris, et donc euh, le pays associé doit récupérer son retard, si l'on veut dire. Mais le Venezuela avait très peu de retard. Et il n'a été empêché de rentrer comme membre associé dans les BRICS que par un caprice du Brésil qui a prétexté un manque de confiance avec le Venezuela, puis comme étant un foyer de potentiels troubles dans la région. Alors évidemment, ça a plus fait du tort au Brésil qu'au Venezuela en réalité. Je ne sais pas si vous avez bien suivi le sommet de Kazan, mais il y a eu la déclaration de Poutine à Maduro a été une déclaration de soutien inconditionnel, non? Y compris pour pour le soutien pour la rentrée du Venezuela dans les BRICS. Et Xi Jinping a qualifié les liens qui unissent la Chine avec le Venezuela bolivarien d'amitié en fer forgé. Bon. Alors après, voilà, il y a le Brésil qui vient sortir ça. Bah, finalement, ça porte plus atteinte au Brésil, parce que le Brésil va être vu finalement comme peut-être un partenaire moins fiable de ce qu'il ne paraissait. Alors je pense que derrière ça, derrière le- derrière la décision du Brésil, il y a la controverse sur la Guyana Esequibo, qui est une controverse territoriale qui oppose le Venezuela au Guyana voisin. Et Mhm. donc, le Venezuela revendique historiquement une partie, la partie de jungle du Guyana Esequibo. Alors, jusqu'à 2014, si je ne m'abuse, 2015, la controverse se, se résolvait par la diplomatie, non? Et puis, il faut se souvenir que lorsque le Venezuela modifie sa loi sur le pétrole en 2005, Mhm. 2005, 2006, bon, je peux me tromper de quelques mois, notamment en obligeant les entreprises pétrolières à monter des joint ventures avec l'État. Il y a une seule entreprise qui s'oppose à cela, c'est ExxonMobil. Exxon. Et donc, qui traîne le Venezuela devant les tribunaux, etc. Et le patron d'Exxon, comme on se rappelle, s'appelait Rex Tillerson, et ça a été le chancelier, ministre des Affaires étrangères de Donald Trump. Or, à partir de 2015, mais surtout en 2016, Exxon et les États-Unis vont développer une plateforme d'exploitation pétrolière offshore dans les eaux territoriales guyanaises, mais dont une partie est dans les eaux territoriales de, du territoire que revendique le Venezuela. Donc là, évidemment, les esprits vont un peu se chauffer, surtout que
il y a une entreprise chinoise aussi qui est associée à l'exploitation de cette zone pétrolière. Et donc, la controverse va prendre de l'ampleur, va être reportée une autre fois devant la Cour internationale de justice, malgré le fait qu'il y ait eu un accord précédent prétextant que la Cour internationale de justice n'était pas le lieu où pouvait se résoudre cette controverse. Et bref, la Cour internationale de justice allait rendre un avis et le Venezuela en a profité quelques mois avant pour réaliser un référendum dans lequel il revendiquait la souveraineté du Guyana Essequibo, et notamment en envoyant un gouverneur militaire. Alors évidemment, on est dans le symbolique, parce que le Venezuela n'est pas idiot non plus. Il sait très bien que s'il envahit le, le Guyana Le Essequibo, Guyana. ça sera le prétexte d'un casus belli pour que les États-Unis répliquent avec le Guyana, réinstalle des bases militaires le long de la frontière, et il ne vous a pas échappé, enfin peut-être que si, parce que je ne sais pas si beaucoup situent le Guyana, mais le Guyana a une frontière avec le Brésil et le Venezuela. Et donc ça contrecarrait les plans de Lula d'avoir une espèce de casus belli à ses frontières. Les Brésiliens n'ont pas apprécié du tout l'initiative vénézuélienne, mais qui se faisait au sein d'un échange qui s'était envenimé depuis quelques années avec le Guyana. Donc ça, c'est une des motivations qui a pu pousser Lula à, euh, à, à prendre cette décision, en sachant que le Brésil est en train aussi de développer 5 routes d'intégration en Amérique du Sud, et une de ces routes traverse toutes les Guyanes et débouche au Venezuela. Il manque 300 kilomètres pour construire cette route, c'est les 300 kilomètres dans les Équibos. Donc évidemment, la situation ne favorise pas les visées économiques brésiliennes. Donc il y a ça, il y a ce contentieux-là. Et puis arrivent les élections, et là, le Brésil a essayé finalement de s'imposer comme une puissance régionale tout en n'ayant pas les moyens de le faire. Parce que politiquement, le Brésil n'irradie pas en Amérique latine, il n'y a pas de loulisme, c'est pas un modèle que les pays voisins rêvent d'appliquer, c'est un modèle brésilien. Alors militairement, le Brésil se met pas à dos ses voisins, et puis il y a pas de rixe, ni l'armée brésilienne n'est pas une armée auquel les pays voisins disent attention, les Brésiliens peuvent nous envahir, c'est pas le cas. Et puis surtout économiquement, eh ben, le Brésil tourne le dos à l'Amérique latine et à l'Amérique du Sud en particulier. Je veux dire, il y a 80% des personnes qui vivent sur la côte, donc laissant l'Amérique du Sud dans le dos. Là, il y a en plus avec l'Amazonie. Et puis quand on regarde la balance commerciale du Brésil, la balance commerciale du Brésil avec tous les pays d'Amérique latine est inférieure aux échanges commerciaux que peut avoir le Brésil avec la Chine, que peut avoir le Brésil avec les États-Unis, que peut avoir le Brésil avec l'Europe, avec l'Union européenne, ou que peut avoir le Brésil avec les pays asiatiques sans la Chine. C'est-à-dire que l'Amérique latine, elle vient après tout ça. Donc, si tu veux, le Brésil n'a pas vraiment les moyens de s'affirmer comme le leader de la région, comme peut le faire la Chine en Asie, par exemple, ou la Russie, ou même l'Arabie saoudite ou l'Iran, tu vois, c'est une puissance régionale. Et bah, on va dire que Lula s'est mis dans la panade tout seul, à essayer de remédier à une crise post-électorale au Venezuela, en ne reconnaissant pas Maduro, mais en ne reconnaissant personne, etc. Euh, il essayait de contenter les États-Unis, enfin en tout cas le Parti démocrate, et puis ses alliés des BRICS. Bref, il a fait le grand écart dans une situation de polarisation. Et comme disait ma grand-mère, quand on fait quand on fait trop le grand écart, ça fait mal à l'entrejambe. Voilà. Ça n'a pas réussi au Brésil. Et d'ailleurs, Lula est même revenu. est revenu sur 2 mois de polémique. Très récemment dans une interview sur CNN, où il a dit si la Cour
suprême reconnaît la victoire du Maduro, je n'ai pas à me mettre dans les dans la politique intérieure Dans du les Venezuela. affaires Donc, intérieures au du final, il a Venezuela. trouvé la plus misérable des petites portes de sortie, alors qu'il aurait pu sortir grandi de cette crise. Ce n'est pas le cas. Et donc, l'un et l'autre, avec le, le timing de la réunion à Kazan, a donné cette situation. Alors, nous verrons. Alors, pour le Venezuela, ça se présente un peu mal parce que l'année prochaine, c'est le Brésil qui aura la présidence tournante des BRICS. Donc, je ne sais pas si le Venezuela rentrera comme membre associé à cette occasion. Peut-être qu'il faudra attendre un petit peu plus, ou pas d'ailleurs. De toute façon, comme je l'ai dit, le Venezuela fait déjà partie de l'écosystème BRICS et c'est pas ça qui l'empêchera d'utiliser, par exemple, vous pouvez utiliser le système MIR quand vous allez au Venezuela, non, de transactions bancaires russes. Voilà. Bon, il y a des échanges à faire en monnaie nationale, ça se fera au moment où les BRICS avanceront dans cette voie-là. Romain, sur la question internationale, j'aimerais finir avec la relation du Venezuela avec un autre pays qui a été justement tumultueuse auparavant, qui est la Colombie, mais qui justement, la Colombie a opéré un changement politique assez récent, donc avec l'arrivée de la gauche. Est-ce que tu sais si du coup les relations entre les deux pays a profondément changé ou pas encore, ou Non, bien non, c'est en... non, non, ils ont changé. Disons, là, alors, je parlais de Lula qui s'est mis dans la panade tout seul, mais Lula a attiré dans sa panade une personne qui avait encore moins de légitimité pour se mettre dans cette affaire, qui est le président Petro de Colombie, qui a essayé de suivre la voie indiquée par Lula. Le président López Obrador du Mexique a abandonné très rapidement en disant non, non, alors, attendez, là, c'est les pouvoirs constitués vénézuéliens qui décident. On ne se met pas, on respecte la souveraineté. Donc López Obrador a eu la sagesse de pas se mettre dans cette panade-là. Et puis Petro s'y est mis. Alors là, c'était encore plus catastrophique parce que le, le, alors déjà, les Vénézuéliens lui ont rappelé qu'ils sont garants de la paix en Colombie. Donc c'est-à-dire que s'il ne reconnaît pas les pouvoirs public vénézuélien, ça pose un problème d'ordre intérieur pour lui. Et puis, par la suite, Petro a dû subir des attaques depuis le pouvoir électoral et depuis la justice. Et donc, la diplomatie vénézuélienne a invité tous les acteurs à se réunir à Caracas pour trouver des solutions. Donc ça, c'était une petite crotte de nez à la gueule de Petro qui avait dit il faut faire un gouvernement d'union nationale. Donc ouais, évidemment, ça, il dit ça pour le Venezuela, puis il ne se l'applique pas à lui-même. Donc bon, là, c'est passé. C'est passé. Mais outre ça, en réalité, oui, ça a changé un petit peu. D'une part, bah, les frontières sont ouvertes, non? Donc le commerce entre les pays a repris. C'est une frontière économique qui est très puissante, ou qui peut être très puissante. Aujourd'hui, elle l'est beaucoup moins, mais dans les plus grandes heures du commerce colombo-vénézuélien, c'était la deuxième frontière commerciale du continent après Mexique et États-Unis, pour vous donner un peu une idée de l'ampleur des chiffres. Et, euh, et donc, au moins, les relations sont pacifiées. Non? Alors, ça ne veut pas dire que la conspiration ne continue pas. La Colombie continue d'être une base arrière de la conspiration contre le Venezuela. Hein, Petro n'a pas pu, ça fait combien? 3 ans, en Ouais, à trois peu ans, près, ouais. changer les rapports de force. Et toute une série d'industries de la mort en Colombie qui est orientée contre le Venezuela, y compris certains Vénézuéliens auto-expatriés en Colombie pour ne pas avoir de compte à rendre à la justice vénézuélienne. Donc, continue d'essayer d'utiliser ce pays comme le pont vers la reconquête du Venezuela. Mais enfin, on est dans des, dans des termes beaucoup moins qu'avec les présidents narco-paramilitaires Ivan Duque ou Alvaro Uribe. Alors ça s'est évidemment un peu calmé. Voilà. Eh ben, je vais en profiter parce que c'est intéressant et puis je le ferai une fois. Comme ça, après, je découperai et j'enverrai parce que cette affaire n'intéresse personne au Venezuela.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le Parti communiste du Venezuela, qui est un parti marginal, mais qui n'est pas un parti marginal depuis Hugo Chavez, qui est un parti marginal dans son histoire, mais qui a eu une histoire symbolique au Venezuela plus importante qu'une histoire électorale. Chavez l'a fait revivre en lui permettant de participer à des élections que généralement ils ont tous perdues. Et il y a eu déjà une première scission en 2008 lors de la création du PSUV. Non, Chavez invite tous les partis à s'unir dans un parti unique de la révolution. Non. C'est-à-dire que dans l'opposition, ils peuvent avoir tous les partis qu'ils veulent, mais Chavez voulait un parti unifié, d'ailleurs, Parti socialiste unifié du Venezuela, PSUV. Voilà. Et ça, le premier schisme au sein du Parti communiste vient de là, parce que la moitié du comité central passe au PSUV, et avec des figures très fortes. En Euh, quelle année, tu sais? Comment? En quelle année? En 2008. Des figures très fortes comme Jesús Farias, économiste, euh, qui était le fils de Jesús Farias, qui était un des membres illustres du Parti communiste du Venezuela. Et puis il y avait Roberto Hernandez, qui a été ministre du Travail par la suite de Hugo Chavez, qui était du comité central du Parti communiste, et toute une série de militants qui sont passés au PSUV. Alors évidemment, ils sont passés au PSUV tout en restant communistes, mais c'est pas parce que tu changes de sigle que tu abandonnes tes idées, n'est-ce pas? Et ils ont été très bien accueillis au PSUV. Donc déjà, il y a la moitié qui sont partis au PSUV. Chavez, par ailleurs, avait, dans un discours assez fameux qu'on trouve sur YouTube, appelé à cette époque à pulvériser le Parti communiste du Venezuela. Donc c'est toujours important parce que quand on entend là, les dirigeants, certains dirigeants du Parti communiste du Venezuela actuels dire qu'ils sont les tenants du véritable chavisme, Chavez appelait à les pulvériser. Voilà. Si vous voulez, on mettra le lien du discours, particulièrement violent, il est sans équivoque. Ensuite, ils ont soutenu Nicolas Maduro en 2014 et en 2018 en faisant une espèce de programme commun. Mais, comme je vous l'ai dit, Maduro, c'est un homme d'État et c'est quelqu'un qui est très pragmatique. Ce qui n'est pas le cas du microscopique Parti communiste du Venezuela qui est resté bloqué dans les années 60-70 et qui est fortement idéologique. Et donc, il y a certains points qui, avec le blocus, ont été abandonnés. Ce qui a provoqué une nouvelle dissension. Et en réalité, jusqu'en 2018, moi-même, j'ai fait une interview de Oscar Figuera, qui était jusqu'alors le secrétaire général du Parti communiste, alors qu'il l'est depuis 28 ans. Ça, c'est important parce que ça va amener la suite. Et en 2018, déjà, le seul truc qui, qui faisait que le Parti communiste soutenait encore timidement du bout des lèvres la révolution bolivarienne et le chavisme, c'était la situation internationale. Alors après, ils se sont opposés sur plein de trucs. Je vais donner des résultats. Et encore heureux que le chavisme ait jamais écouté le Parti communiste du Venezuela. Il proposait la nationalisation du commerce extérieur dès 2013-2014. Avec la nationalisation du commerce extérieur, le Venezuela serait mort aujourd'hui. Parce que précisément, ce qui a permis de contourner le blocus dans le premier temps où il fallait reconstruire l'agriculture, c'est précisément de l'entrepreneuriat privé qui, par des actes de piraterie, arrivait à... alors, de piraterie, c'était légal, mais de piraterie par rapport au blocus, pour contourner le blocus, arrivait à rapatrier des aliments au Venezuela. Je pense particulièrement au travail qu'a fait une personne comme Alex Saab, par exemple, qui a été emprisonné 4 ans sans aucune, aux États-Unis, sans aucun fait réel, parce que en fait, il ramenait de la nourriture et des médicaments au Venezuela. Là, je parle des années 2015, Pardon, 2010. ce Alex Saab, c'était un entrepreneur, hein? C'était qui? C'est un entrepreneur colombo-vénézuélien qui
achetaient des cargaisons en haute mer et qui les rapatriaient au Venezuela. Et qui les vendaient au Venezuela hein, pour les claps. Euh, donc, la nationalisation aurait mené du commerce extérieur aurait mené le Venezuela à la mort. Ensuite, il y a eu la loi anti-blocus, dont on fête actuellement les 4 ans, la semaine dernière. Alors, dans la loi anti-blocus, il y avait une partie, lorsque des investisseurs, des gros investisseurs voulaient euh, euh, intervenir au Venezuela, une partie du contrat devait être opaque. Et pour une bonne et simple raison, c'est que s'il était transparent, l'entreprise en question ne pouvait pas investir ou était placée sur la liste du département du Trésor. Et c'est grâce, alors ça, le Parti communiste, c'est aussi opposé à cette loi anti-blocus. Parce que ça allait favoriser la corruption, blablabla, blablabla, etc. Bon, c'est grâce à la loi anti-blocus que le Venezuela aujourd'hui peut petit à petit récupérer une économie prospère. Et puis, il y a d'autres choses un peu moins mais des fausses alertes que le Venezuela va privatiser PDVSA, le service des télécommunications, etc. Enfin bref, voilà. Il y a un mécontentement euh, euh, du, euh, du, de l'aile syndicale du Parti communiste, notamment dans un secteur minoritaire de la classe ouvrière vénézuélienne qui est celui des entreprises sidérurgiques d'État, où la situation s'est dégradée, comme partout dans le pays, et le syndicalisme euh, revendicatif, on va dire, bah, a été mis un peu de côté, parce que de toute façon, c'était la situation du pays dans les années où le blocus a fait des ravages. Et d'ailleurs, il y a un des syndicalistes qui était soutenu par le Parti communiste, Rubén González, si ma mémoire est bonne, qui, à sa sortie de prison, est directement allé rejoindre les rangs de l'opposition la plus radicale. Donc même là-dedans. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, le divorce était totalement consommé. Et par contre, ça faisait du bruit au sein du Parti communiste. Il y a toute une fraction de personnes qui n'étaient pas d'accord avec ça. Et donc, qui ont posé l'affaire de la représentativité interne devant les tribunaux. Alors, tu me demandes, est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que je suis d'accord ou pas que les tribunaux doivent se mettre dans la vie interne d'une association? Moi, je pense que non, personnellement. Mais il se trouve que ces personnes ont revendiqué des élections internes, parce que je rappelle que c'est la même direction depuis 30 ans dans le Parti communiste du Venezuela, et donc le tribunal leur a donné raison. Et donc il y a eu une scission, on va dire, entre un Parti communiste du Venezuela, on va dire pro-chaviste, qui a emmené une partie des militants, et il faut le dire, qui était très bien vu du côté du PSUV. Le PSUV les a soutenus avec son appareil de communication, avec son appareil politique, etc. Et puis on va dire, le canal historique, n'est-ce pas, qui, lui, est resté bah, finalement isolé, et puis surtout s'est radicalisé dans son opposition au chavisme. Mais radicalisé à un point où, où ils sont au même niveau qu'une Maria Corina Machado, par exemple. Non? Alors, d'ailleurs, ils ont présenté un candidat aux dernières élections au nom de la classe ouvrière, un candidat qui a fait 0,21%. Voilà. La classe ouvrière vote PSOU, bien entendu. Euh, alors, Et pardon, et du coup, ceux qui sont partis, ils ont intégré le PSUV ou ils ont créé un non, autre parti? non, ils ont récupéré la légalité du Parti communiste du Venezuela, dont le sigle, etc. Et donc, ils se Il y en a maintiennent. deux? C'est ça, il y en a deux. Donc, ils se maintiennent. Tu as un parti communiste du Venezuela, on va dire légal, pro-chaviste, et un parti communiste du Venezuela avec la direction trentenaire, on va dire, dans l'opposition. Alors, est-ce que c'est bizarre de voir un parti communiste dans l'opposition à un grand mouvement national populaire comme le chavisme? Eh bien, en fait, non. Et même, c'est plutôt la norme, en réalité, en Amérique latine. Quand on voit que le Parti communiste du Nicaragua s'est opposé aux sandinistes dans les années 80 et formait partie de la Coordinadora Democrática aux côtés des représentants politiques de la Contra, quand on voit que le Parti communiste d'Argentine s'est opposé à Perón
puis a soutenu la dictature de Videla dans les années 70. Quand on voit que aujourd'hui le Parti communiste du Chili est un parti vaguement social-démocrate qui a avalisé la critique du chavisme ou qui a fait partie d'un gouvernement qui a permis à la présidente de fait du Pérou de se légitimiser, non? Quand on voit que les partis communistes d'Équateur ont fini par soutenir le traître Lénine Moreno et à se détacher de Rafael Correa. Quand on voit le rôle du Parti communiste de Bolivie dans l'épopée révolutionnaire du Che dans ce même pays, eh ben on se dit que finalement le Parti communiste du Venezuela fait partie de ces mêmes de cette même mouvance, on va dire. J'allais oublier le rôle néfaste de la plupart des partis communistes, sauf le Parti communiste Unité du Pérou, qui était très lié à Moscou, mais la plupart des partis communistes péruviens contre le général Velasco et son extraordinaire gouvernement révolutionnaire des forces armées. Donc en fait, c'est plutôt la norme. Et pourquoi c'est plutôt la norme? Parce que ce sont généralement des partis très marginaux, forts, fortement idéologisés, très arrogants par rapport à la masse des travailleurs qui ne les rejoignent pas leur rang, et donc qui sont impropres à l'exercice du pouvoir. Voilà. Alors, je parle de l'Amérique latine, hein. Je m'arrêterai là. Mais donc, cette controverse, finalement, intéresse plus des mouvements qui se disent communistes à l'étranger, et qui permettent d'ailleurs de prendre ses distances avec le Venezuela tout en gardant la caution de gauche, puisque le Venezuela étant très sulfureux, et éviter ainsi, ou croire, éviter le courroux des médias et des élites politiques. Donc c'est une manière élégante pour certaines personnes de gauche de dire, ah oui, mais regardez, la gauche vénézuélienne critique aussi le chavisme. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le Parti communiste du Venezuela, enfin la scission de la direction trentenaire, ça représente, comme je vous l'ai dit, 0,2%. C'est Jacques Cheminade, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Jacques Cheminade. Mais je veux dire, ça ne devrait pas être un interlocuteur principal qui permet de définir une position par rapport au pays. C'est un point de vue marginal, comme il y en a d'autres d'ailleurs sur ce même pays. Voilà. Donc, voilà. Après, moi, j'ai toujours des gens que j'aime bien hein, dans ce parti. Alors après, je ne partage pas leur position, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça, c'est des gens bien personnellement. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus non plus. Voilà pour cette controverse. C'était toujours bon d'y revenir. Bien sûr. Romain, je te remercie. Je me souligne, parce que je ne l'ai pas fait au début, donc que tu es aussi le fondateur et tu administres le média Les Deux Rives, dont on mettra le lien là sur la vidéo, pour ceux qui voudraient continuer à s'intéresser et à s'informer sur l'Amérique latine. Et puis, encore une fois, te remercier pour cette analyse et ce compte rendu sur la Oui. situation au Venezuela. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'est bien qu'on en ait parlé. Ben alors j'espère que ça va pas, ce petit aparté sur les partis communistes en particulier celui du Venezuela, va pas emporter tout le reste de l'entretien. Mais c'est vrai que les partis communistes en Amérique latine ne sont pas les partis communistes de gouvernement de masse qu'on a connus en Europe. Les PC d'Amérique latine, c'est pas le PCF des années 50, c'est pas le PCI. Enfin, ça a toujours été des partis à la marge et qui se sont mis à la marge de tous les mouvements nationaux populaires qui ont emmené les populations vers un futur meilleur. Très bien. Bah, écoute, merci à toi. Merci à toi.